Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on vous présente une session trucs et astuces. Et pour commencer la session, on a Eric Desvilles, qui est maréchal, avec le chauffeur de salle, maréchal ferrant installé, qui vient nous présenter un premier truc et astuce sur remettre les compteurs à zéro, voilà, quand on récupère un nouveau cheval en clientèle. Donc je lui laisse la parole. Voilà. Bonjour à tous, donc, je suis maréchal ferrant au Luxembourg et sud de la Belgique. Et ici, je vais essayer de vous présenter, entre guillemets, un truc et astuce ou une méthodologie que j'essaie de pratiquer avec tous les nouveaux chevaux que je vais prendre en clientèle, ou éventuellement, à un moment ou à un autre, je peux revenir régulièrement à cette méthode qu'on appelle remettre les compteurs à zéro, quoi. Je vais la faire en 4 étapes, et en fait, c'est un peu comme les conférences du matin, c'est d'être plus objectif, de quantifier, de mesurer, de pouvoir partager un peu toutes ces informations-là. Donc je vais revenir en détail un peu plus après, mais donc je vais commencer par mesurer ou idéalement les deux, comparer les longueurs de pince du pied. Alors ça paraît entre guillemets très simple, mais en le faisant sur le terrain, c'est très régulier qu'on ait en fin de ferrage un pied qui soit plus long que l'autre. La deuxième étape, c'est d'avoir une fibre de pince perpendiculaire au sol, c'est pour l'équilibre médio-latéral. C'est un petit peu à controverse selon les régions et selon les auteurs, mais voilà, c'est une méthode à laquelle j'adhère. La troisième étape va être d'essayer de récupérer des angles de la paroi dorsale les plus physiologiques possibles. Et enfin, d'avoir un équilibre autour du centre articulaire, le centre d'équilibre dynamique. Enfin, là aussi, il y a un peu différentes nomenclatures, mais ce concept-là est assez partagé. Donc pourquoi repartir d'une base neutre pour un nouveau cheval qui arrive en clientèle? C'est évident pour tous les maréchaux, entre guillemets, que quand on a un nouveau cheval qui arrive, voilà, on a quelques informations que le cheval va nous donner par sa posture, l'observation qu'on en a, les boîtes cornées. Éventuellement, le client peut nous donner quelques informations plus historiques sur le cheval. Mais il y a quand même objectivement un paquet d'observations qui sont difficilement objectivables. C'est-à-dire que si je prends par exemple un cheval avec des pieds inégaux, on en a quand même de plus en plus, ben tiens, est-ce que le petit pied il est dû à éventuellement une fracture qu'il a eue par le passé et que le pied a été plus petit et que ça va revenir à la normale? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce qu'il a déféré 10 fois de ce pied-là? Il y a un paquet de choses que je ne saurais pas. Donc quand je vais aborder le premier ferrage, il faut d'abord que je puisse me dire, ok, je vais revenir à quelque chose de neutre, qui va me servir de point de départ et de manière objective pour pouvoir quantifier justement si, tiens, au prochain ferrage, le petit pied est encore plus petit, est-ce qu'il a poussé, moins poussé, toutes ces choses-là pour, entre guillemets, être beaucoup plus objectif, quoi. Je vais partir d'une base physiologique qui, pour moi, reste malgré tout les études sur le pied naturel qui ont quand même été fort mesurées et on a un paquet d'informations, on sait à quoi est censé ressembler un pied naturel. C'est sûr que la domestication, l'élevage, il y a un paquet de choses font que le cheval domestique qu'on a aujourd'hui à ferrer ne sont pas forcément à 100% dans ces bases physiologiques, mais je crois que ça doit vraiment rester notre point de repère de base pour chaque travail, quoi. Ensuite, ça va permettre d'objectiver la situation. C'est-à-dire qu'on est à l'heure aujourd'hui où l'image prime, peut-être même sans doute de trop, où on va plutôt privilégier une analyse de radio plutôt que la clinique du cheval et compagnie, et ça ne déroge pas pour notre métier. Il faut qu'aujourd'hui on soit capable, entre guillemets, d'avoir une évaluation un peu plus objective de la conformation du cheval et plus précisément pour nous de ses pieds, quoi. Donc avant, c'est vrai qu'on a, enfin moi, mon patron et son patron avant, je veux dire, on faisait toujours tout à l'œil. Et bon, soit tu avais le bon œil ou alors ça n'allait pas. Mais on a quand même aujourd'hui un paquet d'outils qui sont performants et qui sont quand même beaucoup plus objectifs. Et il y a moins de discussions et on a vraiment des valeurs écrites qui restent et qui sont là, quoi. Donc ma première approche, ça va être de mesurer ou comparer les longueurs de pince. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, ça paraît bête, mais il y a un paquet de chevaux que je prends pour la première fois qui n'ont pas du tout les mêmes longueurs de pince.
Donc ça, pareil, le cheval est quand même censé avoir les mêmes longueurs de pince, même s'il a un pied plein, un pied droit, c'est censé être la base. Donc je vais éventuellement les comparer et potentiellement, idéalement, les mesurer. Pareil, si on se réfère un petit peu aux études qui ont été faites sur le cheval sauvage, il y a des longueurs de pince qui dans la nature n'existent pas. Et alors vous voyez en bas qu'il y a même des corrélations entre les longueurs de pince et le poids du cheval. Là, ça pourrait permettre aussi d'éveiller un peu l'attention des clients sur, voilà, on a de plus en plus de chevaux obèses, on a de plus en plus de pieds plats, toutes ces choses-là vont ensemble, mais dire, voilà, ton cheval avec des pieds de telle longueur, il n'est pas censé faire 400 kg de plus que ce que la nature avait prévu, quoi. De plus, ça permettrait de calculer la valure. On pourrait, ce serait, je pense, même plus juste de reférer un cheval quand ses pieds ont poussé, on va dire idéalement entre 6 à 8% de la valure et pas à X semaines. Je veux dire, on va faire entre 6 et 8 semaines, ce serait plus objectif de le faire en fonction de la valure. Si on ne l'a pas mesuré, pas quantifié, même pas regardé, ce n'est pas possible. Comme chaque méthode, il y a toujours des petits dangers, des petites erreurs entre guillemets à ne pas faire, ou alors où justement c'est très pertinent. Par exemple, les pieds de couleurs différentes. On a quand même naturellement souvent l'impression que le pied foncé noir est plus petit que le pied blanc. Une fois qu'on a mis le compas dessus, des fois on se rend compte qu'on a vraiment, on s'était vraiment trompé sur notre appréciation uniquement en le regardant, quoi. Pareil, si le premier cheval a déféré 2-3 fois avant, ou peu importe ce qui s'est passé, comme je ne suis pas au courant, il peut avoir un petit pied qui est tout à fait accidentel. Et donc voilà, une fois que je serai reparti de ces longueurs de pince, je sais que la prochaine fois, toutes mes longueurs étaient à autant et étaient les mêmes. Donc c'est un point de départ assez important. Les tubules de pince perpendiculaires au sol, voilà, ça c'est une méthode d'équilibre, de parage pour l'équilibre médio-latéral. C'est beaucoup plus à controverse, selon les auteurs, ça diffère un peu. Bon, ici en France, en plus, vous avez le TDL, il y a le T-square chez les Anglais. Il y a quelques méthodes qui existent. Ici, moi, je prends de nouveau la méthode qui a été, où on peut prendre le compas de Finnegan, qui permet de vraiment objectiver que cette fibre de pince soit perpendiculaire à sa base d'appui. De nouveau, le cheval sauvage a systématiquement, dans les observations, cette fibre de pince perpendiculaire à sa base d'appui. Et je suis persuadé que ça doit être notre objectif aussi. Et donc, grâce au compas de Finnegan, on peut rectifier, enfin, en tout cas, savoir exactement comment parer notre cheval pour rétablir cet équilibre. En Belgique, il y a eu pas mal d'études avec Isabelle Caudron et la faculté de Liège qui ont réussi aussi à prouver que c'est avec cette conformation de fibre de pince perpendiculaire qu'au moment de charge totale au mid-stand position, que l'équilibre intra-phalangien est le plus équilibré. Donc on n'a pas de pincement articulaire. Donc ça a renforcé un peu cette idée de l'observation du cheval sauvage. Ensuite, je vais essayer de retrouver des angles de paroi dorsale physiologiques, de nouveau en me référant sur ces valeurs qui existent dans la nature, et aujourd'hui ça permet de vraiment objectiver, de se rendre compte qu'on est vraiment parti dans des extrêmes et qu'on est en train de quitter le modèle vraiment physiologique qui était celui du cheval, quoi. Donc il y a des valeurs vraiment précises, c'est-à-dire que idéalement en antérieur et entre 52 et 56, il n'a pas été observé en dessous de 48. Si on prend un grand sel français avec des pieds plats par chez nous, c'est régulier qu'on soit en dessous de ces valeurs-là. Donc c'est vraiment, pour moi, pathologique, quoi. Et la deuxième observation très intéressante en prenant les angles de paroi dorsale, c'est vraiment que physiologiquement, le cheval est censé être plus droit au niveau des postérieurs. Si vous prenez votre clientèle demain et les jours à venir, si vous regardez simplement les angles de paroi, on a de plus en plus de chevaux qui ont des pieds plats, plus plats au niveau des postérieurs. C'est pas normal, c'est pas physiologique. Il faut vraiment qu'on commence à vraiment s'intéresser et s'inquiéter de ces choses-là. Et il y a quelques petits dangers, entre guillemets. Donc vous voyez sur les photos, sur la première, j'utilise un simple compas. Alors si la face dorsale est bombée à un petit creux, voilà, ça peut un petit peu modifier cette valeur. Si j'utilise un compas numérique, j'ai fait sur les 3 photos justement, on ne voit peut-être pas assez, mais
voilà, si le cheval tient son membre en avant, à côté de l'autre ou en arrière, ça va changer un tout petit peu le degré de son angle dorsal. Si le pied est au soutien ou levé, ça peut changer aussi. Donc c'est comme toutes les méthodes, je pense qu'on a des outils, il faut les utiliser, c'est objectif. Maintenant, c'est à utiliser de manière professionnelle et pas pour, entre guillemets, essayer d'amener une information. Il faut rester le plus objectif possible et ça doit être une ligne de conduite. Elle ne doit pas faire foi, mais c'est intéressant de les mesurer, de les noter et pouvoir comparer à l'évolution de la boîte cornée. Et alors, bon, on en a pas mal parlé déjà avant, donc je ne vais pas beaucoup plus développer ce centre d'équilibre dynamique, mais donc c'est vraiment essayer d'avoir une base d'appui qui soit équilibré autour de ce centre-là, avec une partie qui est égale devant et derrière. Une fois qu'on a fait ces 4 choses, qui sont donc pour moi les 4 bases essentielles, où à chaque fois il y a un compas, c'est mesurable, c'est quantifiable, ça va me servir vraiment de base du ferrage. Après, évidemment, qu'on va se dire, ok, le deuxième ferrage, ben mon cheval garde des angles différents, les pousses sont différentes, mais je sais de où je suis parti. Et donc à ce moment-là, éventuellement, on va pouvoir partir sur, entre guillemets, une maréchalerie beaucoup plus poussée en observant, en se disant, tiens, est-ce que je vais compenser un diagonal, est-ce que je vais faire telle chose ou telle chose. Mais pour moi, on ne peut pas le faire avant d'avoir remis les compteurs à zéro et avoir une base objective, neutre et physiologique. Et alors, moi, entre guillemets, je ne suis pas encore avec tous les programmes informatiques, mais ça va très vite de simplement noter. Vous voyez, ça prend 3 minutes de mesurer les longueurs, les noter, les angles, dire, OK, mon antérieur droit était 3 mm plus haut à l'externe, et de quantifier tout ça, essayer d'amener tout à l'idéal, et puis au ferrage suivant, OK, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui est revenu? Et je pense que ça, c'est une méthodologie et vraiment, entre guillemets, un truc, entre guillemets, à faire au moins quand on voit le cheval pour la première fois, mais après, de manière générale, c'est toujours agréable de pouvoir revenir à ces données-là, quoi. Voilà. S'il y a des questions ou autres, mais... Non? Parfait. Merci. Oui, merci pour la présentation. J'avais 2 questions, vite fait. Une chose, c'est vous parlez du petit pied. Je pense que ça serait mieux parler du pied atrophié, parce que petit pied, ça semble que c'est assez figé sur la pierre qu'il doit rester comme ça. Atrophié, ça fait faire du travail pour le modifier. Hein? Oui, Et l'autre chose, merci, on est déjà d'accord, parfait. Ouais. L'autre chose, vous parlez du pied naturel. Moi, je pense que, comme on a vu sur les études sur les chevaux sauvages australiens, la vie moyenne, elle est de 4-5 ans. Je pense que c'est un peu loin de l'idéalité. OK? Donc, par rapport à ça, c'est ce que je dis, pour moi, ça doit rester. Enfin, entre guillemets, le cheval naturel, voilà, sa durée de vie n'est pas que liée, entre guillemets, à sa qualité ou au fonctionnement de son pied. Mais les mesures qu'on a du pied naturel, c'est ce qui est le plus physiologique. En dessous, au-dessus de ça, on n'en voit pas. Donc, si on utilise des termes physiologiques, moi je trouve que c'est beaucoup plus approprié au métier qui regarde la santé du pied, plutôt que naturel, que ça ouvre la porte à des pareurs qui finalement ils ont perdu les procès en Europe. Donc je pense que c'est beaucoup plus approprié à notre catégorie de professionnels. Okay. Merci. J'avais une autre question, enfin 2, sur la position du... J'avais cru comprendre que le compas, il fallait le mettre pas tout à fait sur la couronne, mais un petit peu plus bas. Tu n'en as pas parlé? Non, donc c'était une petite présentation, entre guillemets, moins de 10 minutes. Mais c'est pas un reproche. Et par exemple, la Burley Academy le développe énormément, mais en effet, ils sont un peu plus bas que vraiment la naissance de la couronne. Et alors ici, j'ai utilisé un compas numérique où il est trop large. Il faudrait idéalement avoir une plus petite structure pour correspondre au mieux
entre guillemets, à la ligne de la paroi dorsale qui, on sait, peut être un petit peu déviée ou des choses comme ça. Donc, et ma deuxième question, ça c'est plus maréchal. À aucun moment, quand tu recètes un pied, ou quand tu vois le pied pour la première fois, tu prends aucune note sur la forme de la fourchette, enfin le genre carnet de santé du pied. Non, je vais, entre guillemets, voilà, pour moi, ce système-là reste, entre guillemets, vraiment pratique et faisable sur le terrain. Il y a des grilles et des modèles d'évaluation de grille de pied que les compagnons ont fait, tout ça, qui sont très très bien faites et qui sont très intéressantes. Mais j'avoue que je vais plus partir sur ces 5 méthodes. Pour moi, elles sont plus globales, entre guillemets, que la forme de la fourchette ou entre guillemets, l'épaisseur d'un cartilage angulaire ou des choses comme ça. Je vais essayer de me concentrer sur, pour moi, ce qui est l'essentiel de... Tout va coller ensemble après. Et évidemment, celui qui a le temps, qui le prend, c'est encore mieux. Mais je ne le fais pas à chaque fois. Bon, c'est 2 façons de faire, ouais. Mais merci beaucoup. Des questions? Non? Bien, bonjour. Donc, moi c'est Grégory Ornet. Donc, on va vous présenter une petite session de trucs et astuces. Donc, sur la base de l'échange et de partage. Donc, avec Jonathan. Ouais. Bonjour Jonathan. Du coup, ce qu'on voudrait faire avec Grégory, c'est vraiment une session où on partage avec le public, avec vous, parce que les trucs et astuces, c'est surtout des trucs et astuces qu'on a vécu, qu'on a expérimenté et sur lesquels on est revenu. Et je pense que si on se réunit avec tout le monde dans la salle, on en aura beaucoup plus que si on exprime juste nos expériences à Grégory et moi. Donc, on va vous demander de participer. Du coup, on voulait parler au début de l'aménagement du camion, mais pour rappel, il y a une expo juste derrière là avec tous les camions et un concours du camion le mieux aménagé. Donc, on a décidé de skipper un peu cette partie-là. Et puis tout en discutant, on a parlé des travaux spécifiques et des tarifs. Et donc, Jonathan avait une petite astuce en fait par rapport à ça. Ouais, du coup, moi, dans ma clientèle, dans mon travail de tous les jours, je pratique un tarif spécifique, un tarif horaire. Et en fait, pour tous les cas compliqués, vous avez déjà tous eu le cas d'un cheval pas manipulé, d'un client qui veut faire de l'éthologie, qui veut qu'on caresse son cheval quand il nous botte. Ça doit parler à tout le monde. Moi, j'ai pas pour but de dire non à ce client-là. Moi, je lui dis oui. Mais par contre, pour ces clients-là, je tarife à l'heure. C'est-à-dire que s'il faut faire des caresses pendant 3 heures à petit poney pour qu'il me donne les pieds, et ben, je prends les 3 heures et puis je fais plein de caresses. Et au final, les gens sont vachement contents parce que ça se passe très bien. Et parce qu'on n'a pas de blocage avec les chevaux et qu'on arrive à récupérer des chevaux qui ont été maltraités, qui ont été tapés. On fait ça pour les chevaux qui sont compliqués, mais on fait aussi ça pour différents cas. Par exemple, une vache, le gars qui va vous demander de faire une vache, normalement on ne les fait pas, mais pourquoi pas, s'il faut prendre le temps. Ou pour des pathologies, pour expliquer au client ce qui se passe sur le pied de son cheval qui est fourbu, ou pour lui faire un dessin, pour lui expliquer la mécanique un petit peu. Voilà, c'est intéressant d'expliquer aux gens qu'au final, on peut prendre le temps avec eux, mais de le facturer ce temps. Et je pense qu'on a tous intérêt à ne pas perdre de temps. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment tu calcules ton temps en tarif horaire? Moi, pour le temps au tarif horaire, c'est assez simple. J'ai pris ce qui est le plus rentable pour nous, pour moi. En l'occurrence, c'est le parage. J'ai regardé combien de parages je peux faire en 1 heure. Et puis, j'ai calqué mon tarif horaire là-dessus, sur une question de rentabilité, tout simplement. Pardon ? Moi, je suis à 200 € de l'heure, par exemple. Donc ça fait des interventions qui sont chères, oui. Mais d'un autre côté, les gens, ils sont contents parce que ça s'est bien passé.
On a pris le temps de leur expliquer et j'ai même eu des gens qui m'ont demandé de rester après pour aider le vétérinaire à manipuler leurs chevaux parce qu'eux, ils n'y arrivaient pas. Donc au final, on est vachement surpris, mais les gens sont prêts à le payer ce temps qu'on perd. Et je pense que c'est important de ne pas justement perdre. Après, on va partir sur une petite astuce d'acupression que tu m'as communiquée et que j'ai pu essayer dans la semaine. Du coup, moi, c'est un client qui m'a appris ça. C'est un client dans une écurie, je faisais un cheval compliqué, même pas en tarif horaire, ce coup ça. Et en fait, il m'a expliqué qu'il y avait un point d'acupression, comme vous voyez sur les photos, là, sur le bout du nez, et puis à l'intérieur, sur la gencive. Et en fait, ça fait le même effet que le Tornet. C'est juste bien moins efficace, mais par contre, c'est bien moins barbare pour les clients. Ils trouvent ça beaucoup plus sympa. Et on se rend compte que plus le cheval est jeune, plus ça fonctionne. On a des chevaux qui s'endorment dans nos bras, vraiment, en mettant juste un doigt sur le bout du nez et un petit peu de pression. Et du coup, j'ai parlé de ça à Greg, qui a pu l'essayer. Cette semaine, du coup, où on en a échangé, en fait, j'ai essayé sur quelques chevaux. Donc ça a marché sur certains, surtout sur le bout du nez. Dans la bouche, c'était un petit peu plus délicat. Hein, on a des chevaux qui bougent un peu la tête. Et ouais. Donc juste sur le bout du nez, c'était quand même assez sympa. Ouais. Ah. Oui. Alors en fait ça dépend, mais comme je disais, les chevaux, plus ils sont jeunes, plus ils réagissent fort à ça. Sur les poulains, ça marche très très bien. Et pardon. Alors. Est-ce qu'on peut afficher la diapo, s'il vous plaît? Voilà. Et en gros, tu appuies, ça prend environ 30-40 secondes, et tout le temps où tu as ton doigt dessus, le cheval il se détend, il dort. Ouais. Quand tu enlèves le doigt, tu enlèves la pression, le cheval reprend ses esprits. C'est vraiment la même chose que le Tornet. Tant qu'il est en place, le cheval il dort. Quand tu enlèves le Tornet, il dort plus. Et c'est très efficace. Oui. Alors. Enfin, ça nous arrive de faire des plis de peau aussi. Est-ce que un contact fort, longtemps sur la peau, est-ce que ça fonctionne autant que... Alors non, là c'est vraiment un point d'acupression qui est très précis. C'est un point qui est... C'est le monsieur qui m'a montré ça, il est acupuncteur. Et c'est vraiment tiré de la médecine chinoise et c'est ce point particulier sur le bout du nez, exactement à l'endroit qui est pointé sur la photo là, qui est efficace. Et le même en dessous. En fait, quand tu appuies au-dessus, ça lui fait la pression en dessous. C'est la pression en dessous qui est utile. Ouais. Et en fait, il y a certains chevaux qui réagissent à une forte pression, d'autres chevaux qui réagissent à une faible pression, d'autres qui n'aiment pas du tout. Enfin, c'est vraiment variable. Ou en jouant un petit peu avec le pouce. Ouais. Aux États-Unis, ils utilisent une corde qui est doublée de plastique que tu mets autour qui part de la nuque et qui soulève la gencive et qui fait ça. Qui soulève la lèvre, pardon. Tu le mets sous la lèvre. Ouais. Et ça appuie au même endroit. Alors là, la photo, j'ai soulevé la babine pour qu'on voit le point, mais sinon je lui laisse la babine baisser en temps normal. Et je mets juste le doigt, et ce qui est vachement pratique, c'est que tu peux même demander aux clients de faire ça, et ils sont assez surpris de voir que ça calme les chevaux. Désolé. Et du coup, après l'acupression, on a Greg qui moi, m'a expliqué que sur les chevaux compliqués, il avait une technique quand ils étaient compliqués sur un seul pied. Donc, ça m'est arrivé d'avoir un gars qui était en dessous en train de faire le parage et de me rendre compte que c'était une poulinière qui était très gentille sur 3 pieds et le 4e, c'était plus compliqué. Donc, à ce moment-là, j'ai regardé pour passer ma main sur le grand dorsal et chercher la contraction éventuelle. Et en fait, quand on passe son doigt, on sent une petite contraction et on peut la masser un petit peu à cet endroit-là. Le cheval ouvre son bassin, il se détend derrière automatiquement et c'est beaucoup plus facile pour celui qui est en dessous. Donc je ne sais pas si on peut mettre la vidéo. Oui, clique sur. Hein. En le massant un petit peu comme ça, et le bassin s'ouvre et puis celui qui est en dessous a un peu plus de facilité à faire le cheval. Et du coup, moi, Greg, quand il m'a parlé de cette technique, il m'a envoyé la vidéo que vous voyez là, du coup. Parce que ça, en gros, c'est les échanges qu'on a eus avec Greg pour préparer cette session. Et du coup, moi, je lui ai rebondi en lui parlant d'une position sur les chevaux qui font du shivering, aussi sur les postérieurs.
Et il y a une position que j'ai trouvée sur certains chevaux qui font du shivering, grâce à mon ancien patron. Et en fait, en se mettant, les chevaux qui font du shivering, ils ont beaucoup besoin d'équilibre et de stabilité. Et en fait, en se glissant sous le grasset du cheval et en le portant un petit peu, et ben tout de suite son shivering il se calme et c'est des chevaux qui bougent beaucoup moins. Donc si jamais ça pourra certainement en aider quelques-uns, tu dois pouvoir mettre la vidéo aussi. Voilà, et c'est vraiment l'idée de se glisser sous le grasset et de porter un petit peu le cul du cheval. Ça les détend pas mal. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a d'autres astuces pour les postérieurs, les chevaux compliqués. Bruno? C'était la technique de Françoise Lochouarn et de son maître, c'était Dominique Gignot, c'était déjà d'éduquer le propriétaire en lui demandant d'attraper le creux du pâturon et de tirer le membre à lui, dessous, de le faire croiser, de le ramener en le tirant dessous par le creux du pâturon et le ramener sous la masse, et après, quand le cheval s'est détendu, de le croiser de l'autre côté. Et enfin, moi, j'ai eu un cheval qui était défoncé shivering, et ça fonctionnait, pour le ferrer, ça fonctionnait comme ça. Donc d'abord de le ramener en avant. Le faire plier en avant et ramener sous le ventre, le croiser, quitte même à lui apprendre à te donner le postérieur par-dessous pour l'étirer de l'autre côté. Okay. Et ça marche très bien aussi, parce qu'en fait, ça décoapte le bassin et ça soulage la lombaire. Et après, pour faire les pieds, tu les refais croiser par derrière. Ok. Et ça, du coup, tu lui laisses croiser le postérieur comme ça? Et ça, ils aiment bien. Ok, hyper intéressant. Pour la petite histoire, là, pour faire la vidéo, j'étais sur un cheval shivering. Et j'étais en dessous. Et j'ai demandé à mon apprenti de le masser, ce qui l'a soulagé en fait, assez rapidement. J'ai dit, bon, on va pouvoir refaire la vidéo, peut-être tout ça. Et ça ne marchait plus après. Donc le cheval, il tremblait plus. Juste avec le petit massage, ça avait suffi pour le détendre pour la suite. Et pour l'avoir essayé moi aussi, du coup, cette technique-là, c'est vrai que quand le cheval est chiant sur un pied et pas les autres, et qu'on passe la main sur la ligne du dos, on sent vachement mieux la contracture quand il a le pied levé et qu'il est en position. Et vous pouvez même faire sentir à vos clients, qui passent la main, c'est hyper intéressant pour eux. Et ça bluffe aussi les clients. Quand on est tout seul et qu'on demande aux clients, tu peux masser là, et que le cheval d'un seul coup s'arrête, ils ne comprennent pas. Après, quand on a des pieds asymétriques et qu'on a des clients qui nous demandent de faire les pieds pareils, on a un petit test qu'on peut leur faire aussi et puis qui peut nous servir à nous pour gérer en fait la hauteur des talons, savoir un petit peu la marge de coupe qu'on peut avoir. Donc c'est une méthode que j'avais expliquée un petit peu à Jonathan. Et on met la vidéo, non? Ouais. Donc il avait fait cette première vidéo. Et en fait, il me l'a expliqué à l'oral comme ça. Et puis du coup, j'ai dit, bah tiens, je vais essayer. Je me suis filmé pendant que j'essayais et je l'ai envoyé à Grégory. Alors, cette posture-là, c'est pas bon. Parce qu'en fait, il faut faire avec le genou fléchi. Et prendre appui en fait avec ses coudes sur les genoux. En fait, c'est pour avoir l'appareil de soutien au repos. Et en fait, on va mettre ses pouces sur les glomes et actionner en fait l'articulation interphalangienne distale pour créer une tension en fait sur le fléchisseur profond qui va repousser un petit peu le boulet vers l'avant. Et donc, il faut observer en fait la position du boulet qui avance un petit peu et en même temps sentir la tension qu'il y a sur le fléchisseur profond. Du coup, je lui ai envoyé la vidéo et il m'a dit, mais non, c'est pas du tout ça, t'as pas compris. Donc il a refait. Voilà, et sur la deuxième vidéo, c'est la position un peu plus explicitée. Je vais le remettre. Je crois qu'il y a une question. Ah. Il y avait une question, non? Bah. Mais comment on est à même de sentir la... Non, tu mets tes doigts sur les deux glomes. Sur les deux glomes, mais en fait, le fait de faire une rotation vers le bas, tu crées la tension sur ton fléchisseur profond. Ouais, ok. Et donc, tu vois tout de suite le boulet qui va passer devant si tu as une grosse contraction. Sinon, tu as une grosse marge en fait pour basculer ton
ton pied, ton articulation. Et donc, si tu le fais d'un pied à l'autre, tu vas pouvoir sentir les différences sur un pied qui a une grosse contraction. Et tu peux le faire sentir aussi à ton client. Donc tu peux déterminer le petit pied et le gros pied. Tu peux dire, bah ça, celui-là. Mais des fois, tu as des talons qui sont hauts, et tu le fais, en fait, c'est assez souple, quand même, malgré tout. Donc tu sais que tu peux peut-être te permettre de couper un petit peu de talon. Que sur un cheval qui a un bon pied beau, tu vas le basculer. Tu fais à peine ça, en fait, tu as déjà une tension sur ton fléchisseur profond. Et tu vois le boulet qui tente à partir vers l'avant. Et donc en faisant ça pour les clients, bah, tu arrives aussi à leur faire comprendre qu'il y a une tension et que tu ne peux pas faire ce que tu veux et que tu ne peux pas avoir des pieds équilibrés forcément. Sur la fin de la vidéo, là, on fait un petit zoom, je te laisserai regarder, et tu vois vraiment le mouvement du boulet là, à la toute fin de la vidéo. Il y a un petit moment où on le voit, c'est peut-être en petit, mais... Ouais. La souplesse, en fait, c'est un test de souplesse, et tu vois si le cheval il bouge ou pas. S'il bouge pas, tu vas pas lui descendre les talons et le mettre en hyperextension. C'est pas intéressant. Ensuite, on a parlé un peu de confort de travail et pour le cheval. Ça, c'est une petite astuce toute bête, hein, mais le ventilateur pour les mouches, ça marche bien. Vous avez tous mis du produit, ça marche pas. Vous avez tous mis des couettes pour les mouches, mais ça marche pas non plus parce que c'est sur les pattes que ça les embête. Et au final, moi, tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est le ventilateur. Je pense que c'est très connu, très répandu, mais sait-on jamais. Mais par contre, tu avais une petite astuce en fait pour déterminer un bon d'un mauvais ventilateur. Est-ce qu'un trop gros c'est efficace? Est-ce que ouais, alors le bruit, la peur des chevaux? Ouais, le trop gros c'est efficace, mais ça fait beaucoup de bruit. Les chevaux en ont peur. Alors du coup, un moyen ventilateur c'est pas mal. Entre 110 et 120 watts, c'est pas assez puissant parce qu'on doit l'éloigner du cheval. Et du coup, ça fait pas suffisamment d'air pour que les mouches s'en aillent. Par contre, quand on passe à 150 watts, on arrive à le mettre 2-3 mètres derrière le cheval et on a un courant d'air qui est suffisant. Et sur batterie, tous ceux qui sont sur batterie, on n'a vraiment pas assez de puissance à mon goût. Voilà. Ça, c'est expérience perso, quoi. Après, les clients, ils ont besoin de savoir et d'être rassurés ou qu'on leur explique un petit peu. Et tu avais une astuce avec simplement ton téléphone pour pouvoir expliquer à tes clients ce que tu voyais. Ouais, alors du coup, moi, je travaille mon téléphone, c'est un Android. Et sur le modèle de correction et rectification des photos, là, en fait, quand vous prenez une photo comme ça et que vous la montrez à votre client pour lui montrer l'aplomb, il ne voit pas. Ils n'ont pas les yeux entraînés, ils ne comprennent pas ce que nous, on voit quand on lève un pied comme ça. Et alors que vous avez juste à le mettre en mode modification, puis ça vous sort un quadrillage sur la photo. Et là, c'est hyper facile de dire au client, regarde, d'un côté du pied, il y a un trou, et puis de l'autre côté, c'est au contact. Et tu as ta perpendiculaire. Et en fait, c'est super parlant pour les gens de juste leur montrer cette photo. Ça nous prend 3 secondes et eux, ils comprennent ce qu'on fait. Et du coup, quand je lui ai raconté ça, Greg, il m'a dit que lui aussi, il avait une astuce pour ça. Ah, j'ai fait une bêtise. Tu veux finir plus vite? J'ai fait une bêtise. Voilà. Ça va comme ça, non? C'est bon. Et du coup, Greg m'a dit qu'il avait aussi une astuce et que j'ai trouvé super sympa. D'ailleurs, je l'ai réitéré à la maison. Simplement le laser. Le laser, vous le présentez un petit peu à la verticale pour montrer au client ce que ça représente un petit peu un pied qui va un peu dans tous les sens éventuellement, ou qui est droit. Ça lui donne un point de repère pour pouvoir juger un petit peu ce qu'on voit. Et du coup, moi, la question qui m'est venue quand Greg m'a montré ça, c'était de comment est-ce qu'il plaçait son laser par rapport au cheval et par rapport au fait que le cheval bouge, où est-ce que tu prends tes points de repère pour placer ton laser correctement pour que ça parle au client. Donc à la verticale au sol, bien sûr, parce que si on le met de travers, ça va pas aller. Et puis j'essaye de viser soit le milieu du genou ou la pointe de l'épaule. Donc en fait, tu prends le premier axe osseux ouais. et tu tires ta verticale. Ouais. Ah merde. Voilà. Donc ça, c'est nos trucs et astuces. Si vous en avez, pour expliquer aux clients ce que vous faites, je sais pas, peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui explique aux clients comment ils travaillent. Oui, non? Ça dépend. Seulement les bons?
Eh ben oui, justement. Ouais. Oh, c'est pour que tout le monde entende l'échange. Non. Bon, du coup, Alors, ce qu'il faut retenir... Ah, on a voilà. une question. Non. Tu avais une petite astuce peut-être? Oui, voilà, c'est une petite astuce. C'est vrai qu'en tant que maraîchon, on a vite tendance à regarder pas plus haut que le genou. Et je pense que notre œil, il devrait monter. Et vous parlez voilà, de petites techniques de massage, des choses comme ça. Et le fait de regarder la corpulence du cheval, l'ossature et la musculature surtout, je pense que c'est important de prouver au propriétaire que l'impact qu'on donne, il est aussi lié à la musculature. Oui. Et quand on lève les yeux et qu'on commence à regarder la globalité du cheval, on se rend compte que voilà, il y a des fessiers qui sont atrophiés, des épaules qui sont aussi atrophiées, et ça les gens ne s'en rendent pas compte forcément. Et juste, nous en tant que maréchaux, lever un peu nos yeux, ça nous donne beaucoup d'indications. Et moi je travaille aussi pas mal avec ça, faire un petit tour du cheval, contrôler, et ensuite dire au propriétaire, écoutez voilà, vous avez vu, ce cheval-là il a peut-être un petit pied à gauche, un gros pied à droite, mais regardez en haut, comment ça se passe, la musculature elle est dégradée. Donc c'est aussi à eux de leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas que le maréchal, il y a aussi toute une structure haute qui doivent eux travailler. Oui. Alors, voilà, moi c'est des points aussi sur lesquels je travaille. Et puis Les atrophies musculaires qui sont vraiment flagrantes. Et alors que eux, ils sont dessus, ils ne le voient pas. Ils ne voient pas. Sous la selle, vraiment au niveau de l'avant-main, sur la scapula, quand on se met derrière le cheval, moi je fais beaucoup ça, je me mets derrière le cheval, je regarde la croupe jusqu'au garrot, et on voit vraiment au niveau de la scapula une atrophie musculaire qui est vraiment incroyable, et il y a une liaison avec le petit pied et le gros pied. Et quand tu fais ça, en plus, ça permet de rebondir sur d'autres professions. Exactement. Je suppose que tu renvoies vers l'ostéo, vers le véto, Tout à fait. et tu fais des liens, c'est vachement bien. Voilà. D'autres questions? Quelqu'un Oui, qui aurait bonjour. une astuce à partager? J'avais juste une petite astuce. Ouais, il n'y a pas vas-y. longtemps, justement, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça et je me suis amusé à le faire. On prend son téléphone, comme ça on place son cheval correctement et on fait une photo du haut, comme ça, avec la colonne vertébrale. Et en fin de compte, je me suis amusé à faire ça sur plusieurs chevaux et on s'aperçoit que les chevaux, quand on regarde l'axe de la colonne vertébrale du garrot jusqu'à la queue, ben, très souvent on a des chevaux qui ont quand même une colonne vertébrale qui part un peu dans tous les sens. Ça rejoint un peu les amyotrophies qu'on peut retrouver sur les fessiers et tous les chevaux, et des fois même des compensations, donc des fois des défauts d'aplomb que nous on peut voir, enfin des défauts de hauteur de pied qu'on peut voir en bas, ou des usures prématurées des postérieurs, une irrégularité des deux postérieurs et tout. Mais quand on regarde justement par au-dessus, on s'aperçoit que tout souvent, tout n'est pas bien aligné, quoi. Et du coup, vous dites qu'il faut bien placer le cheval, vous le mettez au carré? Oui, qu'il soit au carré, quoi, pour avoir la meilleure... qu'il ne soit pas dans une compensation, parce que des fois, eux d'eux-mêmes, quand on les amène, quand on les fait, on s'aperçoit que de temps en temps, ils se mettent dans une certaine position où nous, on est obligé de les redéplacer pour pouvoir leur prendre les pieds, mais que d'eux-mêmes, ils se remettent dans cette position antalgique qui certainement leur convient beaucoup plus, quoi. Ouais. Très intéressant. Mais ce qui est très bien, c'est que de toute façon, c'est pareil pour nous, les vétos. Hein. Et moi, je suis le premier à gueuler sur mes nouveaux assistants sortis, ou mes nouveaux jeunes sortis de l'école qui sont juste capables de se jeter sur leur échographe ou appareil radio, alors que je leur dis, mais commence par le regarder et me dire quels sont ses défauts et ses qualités. Et je pense que tout ce que vous faites là, c'est très important. Mais c'est important pourquoi? Parce qu'en fait, on montre aux clients qu'on s'intéresse à leur cheval. Et c'est ça, pour moi, au final, c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends un repère, déjà tu te protèges. Si jamais il y a un souci, malgré tout, tu as déjà des bases. Mais en plus, je pense que c'est vraiment important de regarder le cheval dans sa globalité et de dire que tu l'as vu. Parce que non, toi tu peux le regarder, tu peux l'analyser, mais tu dire que tu l'as vu. Et ça, les gens, tu gagnes. D'un coup, t'es plus. Tu gagnes de la confiance. Mais mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Et en plus, tu te sers de ton cerveau. Donc ça, c'est encore mieux. Merci beaucoup pour ça. De toute manière, moi, quand je récupère un cheval,
qu'il y a des problèmes ou que je pense avoir des problèmes avec le propriétaire ou quoi que ce soit, je prends en premier une photo du cheval, je prends une photo des membres, la hauteur des talons, derrière, juste ces points de repère là, pour qu'on voit en fait les rotations, comme ça si on vient après dire « Attends, il est de plus en plus cagneux, il est de plus en plus panard, tu vois pas ses talons », on ressort les photos d'avant. Ça m'est déjà arrivé 2-3 ans après de revenir en arrière et dire « Regarde, c'est chez toi, t'as vu, c'est ton cheval ?» Ah ouais, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. T'as raison. Voilà. Donc ça c'est important de faire. Après j'avais une petite astuce aussi avec les poulains. Des fois quand on me présente un poulain, que je demande si le cheval il a donné les pieds, ils me disent ouais, il donne les pieds, je lui ai pris les pieds. Je dis d'accord, bah, montre-moi. Et une fois sur deux, en fait, quand on arrive sur les postérieurs, bah, je vais les reprendre. Voilà. Ça évite en fait d'avoir une bagarre, parce que quoi qu'il arrive, en fait, le maréchal a toujours tort. Si vous dites le cheval bouge, je fais pas, vous avez peur des chevaux. Si vous le faites, que ça bouge, ça s'est mal passé avec vous. Si vous êtes un peu violent, vous le collez au mur. Hein, voilà, on sait ce que c'est. Donc, qu'ils puissent prendre les pieds et puis se rendre compte d'eux-mêmes aussi comment gérer le poulain ou ce que nous on subit. Nous, on est juste des maréchaux, on n'est pas des éducateurs. Donc, des fois aussi, les mettre au charbon, c'est pas mal. Après, c'est pareil, moi j'ai une petite astuce sur les poulains là, parce que j'ai pas mal de clients qui font un peu d'élevage et on colle beaucoup des vraiment tout petits, des foals. Et en fait, les foals, quand ils veulent pas donner les pieds, la plupart du temps, c'est pas un manque de volonté, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils sont pas éduqués, parce que c'est des bébés, ils savent pas. La plupart du temps, c'est un manque d'équilibre. Ils savent pas lever un pied et puis se tenir sur toute leur masse. Et du coup, il y a une petite astuce pratique, c'est que quand ils sont bébés comme ça, c'est assez facile à manipuler. On arrive à les mettre contre un mur. Et en fait, juste le fait de les mettre contre un mur pendant qu'on prend le pied, le mur les cale, ça les équilibre. Et quand tu colles beaucoup de poulains, tu te rends compte que contre un mur, le cheval bouge plus, tu as le temps de faire ton collage tout bien et ça se passe super bien. Pour les poulains, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai une astuce, mais enfin, plus qui va être sur la forge. C'est-à-dire que quand vous avez votre cheval qui a un pied de travers, rajouter une étampure. C'est pas mal. Et voilà, vous économisez un peu votre paroi. Tout le monde maintenant a une meuleuse dans son camion, une étampe, un poinçon, il y a une petite bavure. Vous meulez la petite bavure derrière, parce que souvent les gens disent « Ah, la petite bavure, elle me gêne, c'est pas joli ». Et vous pouvez brocher votre cheval un petit peu différemment. Pour le ferrage d'après, vous gagnez une paroi un peu plus solide. Et voilà, juste une étampe, un poinçon, et vous avez un résultat sympa pour le prochain ferrage. Et du coup, ça marche avec une étampe en plus ou avec des clous en moins? Par exemple, moi j'ai un collègue qui ferre, il met que 4 clous par fer. Alors, moi je ne le fais pas. Alors, on a une différence de région. Si tu fais 4 clous par fer chez moi, le cheval, ça n'ira pas, malheureusement. C'est un collègue qui le fait, je ne sais pas si alors, ça tient chez lui. Ça marche. J'ai des chevaux qui courent 160 avec 4 clous, et j'ai des chevaux de chasse, si tu leur mets pas 8 clous, ils te ramènent pas les fers. Donc, mais du coup, ceux à qui tu mets 4 clous, si tu alternes les étampures, tu te retrouves dans une paroi qui est plus saine à chaque fois, non? Tu arrives à un pur sang, un rap qui vole, tu mets les 2 clous de pince et 2 clous de namelle, tu mets les 2 clous de pince, les clous de quartier, il fait sa course sans problème. Ouais. Un trotteur de chasse à court, tu fais ça, voilà. Donc, par contre, du coup, sur le cheval sur lequel tu peux faire, ça t'économise les parois aussi? Voilà, énormément. Mais souvent, juste rajouter une étampure au bon endroit, ça permet d'avoir une paroi un peu moins sollicitée. Oui, alors moi j'ai une autre petite astuce que j'ai appris de l'école de chez Stéphane, c'est que pour déterminer la position des clous sur le fer par rapport à la ligne blanche, on utilise des petits crayons de gras. On vient dessiner notre ligne blanche avec ce crayon. Ensuite, on vient mettre le fer pour... on vient le positionner sur le pied, et en mettant le pied au sol, la craie vient s'imprimer
directement sur le fer. Et à partir de là, voilà, on a la ligne blanche qui est vraiment bien dessinée sur tout le contour du fer, et on sait exactement où on doit venir clouer pour pas être dans la paroi. Voilà, c'est une petite astuce. Ça peut être intéressant aussi pour montrer aux clients ça. Alors, Stéphane vient de me redire, effectivement, c'est aussi une autre petite astuce pour que ça fonctionne très bien. Il faut que le fer soit un tout petit peu chaud pour que la craie, elle fonde bien directement sur le fer. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Bon. Notre petite astuce. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Au niveau timing, on est bien. Un autre. Bon. Bah écoutez, merci pour cet échange.